Merci beaucoup. Vous me permettrez de profiter de mon titre de titulaire de la chaire NEM pour remercier tous ceux et celles qui sont présents aujourd'hui. Je suis très content de cette activité. On a travaillé dur pour en arriver à cet événement et je pense que le succès est au rendez-vous. Donc, merci à nos partenaires. Merci à la docteure Van Anli pour l'organisation de cet événement. Si tout roule parfaitement aujourd'hui, c'est grâce à elle. Donc, c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est elle. Oui, certainement. J'ai pensé vous offrir un portrait, je vais revenir en arrière, un portrait de ce dont a l'air l'intégration économique et le libre-échange dans la zone Indo-Pacifique. Rien de très approfondi, mais donner quand même un panorama le plus juste possible de ce dont a l'air le commerce international en ce moment dans cette zone du monde. Vous me connaissez, il y a toujours des plans dans mes présentations, je ne sors jamais le prof de moi. Une très brève introduction pour vous montrer à quel point la zone Indo-Pacifique devient clé dans le commerce international. Et ensuite, une présentation des principaux accords de commerce dans la zone. Et je n'ai pas de prétention d'exhaustivité. Je vais présenter les principaux accords, les plus structurants peut-être, donc l'ASEAN, le Partenariat transpacifique global et progressiste, ce qu'on appelle le RCEP. Il n'y a pas d'acronyme en français pour ça. J'aurai l'occasion de vous dire tantôt que c'est le premier grand accord régional qui n'a pas de version française faisant foi et qui regroupe l'ASEAN, la Chine et d'autres pays. Je vous présenterai ensuite l'IPEF, que vous connaissez, qui est une initiative américaine, puis un très bref mot sur les autres accords. Ensuite, un mot sur les négociations qui sont en cours parce qu'il y en a et d'importantes. Et quelques remarques sur les enjeux et les tensions commerciales qui sont reliées à l'Indo-Pacifique. Sur cette première diapositive où je veux vous montrer en introduction l'importance que prend le commerce international dans l'ASEAN, dans la zone Indo-Pacifique. Alors, le petit dessin que vous voyez, est-ce que j'ai-tu du laser là-dessus? Oui, j'ai du laser là-dessus. Ça, c'est le symbole de l'ASEAN. Les corridors de commerce que vous voyez là sont c'est l'accroissement du commerce sur la période 2015-2019 entre les grandes régions commerçantes du monde. Et plus le trait vert est gros, plus il y a eu du progrès, plus il y a eu de l'augmentation dans le commerce entre les zones. Et pour ce qui est des traits qui sont plutôt rosés, c'est une baisse du commerce. C'est une diminution du commerce entre les zones. Puis les rares traits qui sont noirs supposent une relative stabilité. Vous remarquez quelque chose, d'abord, quant à la baisse, vous voyez que le grand trait rose dans le dessin pour la période 2015 à 2019, c'est entre les États-Unis et la Chine. Pour les raisons que vous imaginez, surtout à partir de 2017, il y a quelqu'un qui arrive aux affaires, le 20 janvier 2017 aux États-Unis. Des tensions commerciales se sont accentuées. Ça a pu évidemment entraîner entre 2015 et 2019 une baisse des flux de commerce entre les États-Unis et la Chine et l'Union européenne. Et l'Union européenne est un peu au centre de ça. Vous remarquez que les traits verts sont importants entre les États-Unis et l'Union européenne, bien sûr, mais aussi entre l'Union européenne et la Chine. Et remarquez que le nombre de traits verts relativement épais qui rejoignent l'ASEAN, donc qui rejoignent... Je ne sais pas si vous avez vu là, le petit dessin, là. Ça c'est le symbole qui représente l'ASEAN. Vous allez le voir plus gros sur une autre diapositive tout à l'heure. Remarquez le nombre de traits verts qui partent ou qui vont vers l'ASEAN et qui montrent une augmentation du commerce autour de cette région-là. C'est remarquable entre la période 2015 à 2019. C'est remarquable aussi dans la période... entre 2019 et 2023, en supposant, et ce sont des chiffres qui sont en partie des prévisions, remarquez les traits roses, donc le même trait rose se remarque entre les deux mêmes corridors pour le même corridor de commerce, mais remarquez que les rares traits verts, puis là on est entre 2019 et 2023, il n'y a pas d'immenses traits verts. Pourquoi? À cause de la pandémie. Mais les traits verts qui sont restés relativement remarquables rejoignent à peu près tous l'ASEAN.
Donc, peu importe les circonstances, ce marché-là est en effervescence, ce marché-là est en croissance. Alors, entre 2015 et 2019, c'est là où les grands vecteurs de commerce, les grands corridors de commerce se sont tracés. Et c'est la seule région du monde où vous ne remarquez que de la croissance sur ces deux périodes difficiles. La première, 2015-2019, où il y a une période de tension commerciale, et la période 2019-2023, où il y a la pandémie. Dans tous les cas, le commerce a continué de croître dans cette région-là, et c'est la seule région du monde où ça se vérifie. Alors, cette introduction-là, pour vous montrer l'importance d'entrer en commerce avec cette région-là, de tisser des liens et de développer des accords commerciaux valables et importants. Voilà donc pour cette mise en contexte. Je vous amène sur la présentation des principaux accords qui existent dans la région. D'abord, l'ASEAN, l'Association des nations d'Asie du Sud-Est. Alors, le petit dessin rouge que je vous pointais tout à l'heure, vous l'avez en plus grand ici. Vous avez les nations qui donc appartiennent à l'ASEAN. Donc, le Myanmar, la Thaïlande, Cambodge, Singapour, l'Indonésie, la Malaisie, le Vietnam, bien sûr, le Laos, Philippines et le Brunei. Vous remarquerez tout au long de la présentation les recoupements entre l'appartenance à l'ASEAN, l'appartenance au PTPGP et l'appartenance au RCEP. Ce que, intuitivement, on n'imaginerait pas. Mais il y a des pays qui ont décidé d'appartenir à plusieurs cercles et c'est la recette du succès pour eux. Donc, ASEAN, on parle de 680 millions d'habitants, 6,5 % du PIB mondial. Il va être question de PIB mondial à quelques reprises dans ma présentation et nous voudrions, par l'activité de ce soir, contribuer à l'augmentation du PIB mondial. Nous avons réuni des gens qui peuvent stimuler le commerce entre le Québec et l'ASEAN. Donc, pendant le cocktail tout à l'heure, je vous invite à vous parler. L'ASEAN, donc, qu'est-ce que c'est la NAS en français? Ça joue un rôle économique, bien sûr. Elle a son propre accord de libre-échange, l'AFTA. Mais l'ASEAN est une organisation internationale en soi, donc elle joue un rôle politique, elle joue un rôle diplomatique, elle négocie des accords et des traités en son nom, et c'est le cas d'ailleurs pour la négociation du RCEP, donc un accord dont je vous parlerai tout à l'heure, et dans les négociations qui ont cours actuellement avec le Canada. Ensuite, le PTPGP, que nous connaissons mieux du fait que le Canada y appartient. 4 pays des Amériques qui ont un littoral donnant sur le Pacifique, le Canada, le Mexique, le Pérou et le Chili. En Asie du Sud-Est, vous trouvez le Vietnam, vous trouvez le... Puis là, mes yeux de gars de 54 ans font que je ne vois pas les noms. Alors, le Japon, bien sûr, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Brunei et la Malaisie, bien sûr. Le PTPGP, c'est un peu plus de 580 millions d'habitants, mais c'est 15,6 % du PIB mondial. Le PTPGP est un traité de libre-échange de type très classique. D'aucuns diront que c'est à peu près une imitation, une copie de ce qu'on a fait dans l'ALENA. C'est le modèle ALENA adapté, bien sûr, mais c'est quand même un traité de libre-échange de type très classique, pas particulièrement progressiste, qui ne prévoit pas la mise en place d'institutions importantes. Donc, c'est du libre-échange pur jus. Vous avez sur la photo donc les ministres du commerce. Ça, c'est à la séance de signature de mars 2018 à Santiago de Chile. Le partenariat transpacifique, il suppose une libéralisation des échanges et une ouverture des marchés qui ne demande pas tellement d'engagement au plan institutionnel et au plan politique, et ça plaît à beaucoup d'États. Le premier pays qui a cogné à la porte, ou dont en tout cas l'adhésion est la plus proche, c'est le Royaume-Uni. Son adhésion ou son accession a été reçue par les membres actuels, par les parties contractantes actuelles. Et il devrait devenir partie au PTPGP normalement en 2024, si tout se passe bien. Autre développement dans le PTPGP pour montrer que c'est un accord qui roule. Alors, il y a eu le 5 septembre dernier un premier rapport de groupe spécial qui a été rendu. Donc, le système de règlement des différends dans le PTPGP, ça fonctionne. Une décision qui implique le Canada et la Nouvelle-Zélande. Pour ceux et celles qui s'intéressent
aux allocations de contingents tarifaires dans le secteur laitier. Je sais qu'il y a des gens dans la salle que ça fascine. Moi aussi, ça me fascine d'ailleurs. C'est une décision qui ressemble à certains égards à la décision qui a été rendue dans le cadre de l'ACEUM. Donc pour ceux et celles qui voudront en prendre connaissance, le rapport est public, c'est assez facile à trouver sur Internet. Un truc qui est fascinant, c'est, et je dois dire que pour certains pays, j'ai fait des découvertes en préparant la présentation de ce soir. Il y a plusieurs pays qui cognent à la porte et qui ont fait des demandes d'adhésion au PTPGP. La Chine, on le savait, Taïwan, la Corée du Sud, je l'ignorais dans le cas de l'Ukraine, le Costa Rica, je l'ignorais dans le cas de l'Uruguay et de l'Équateur. Alors, ça cogne à la porte et beaucoup de pays, donc, visiblement, aiment cette formule de libre-échange qui est sans engagement trop politique ou trop institutionnel et qui donne accès à ce marché. Je pense que cette liste de pays qui souhaitent l'adhésion au PTPGP démontre un peu cette volonté d'adhésion ou de rapprochement avec ce marché là, qui est en pleine effervescence depuis 2015 et qui ne se dément pas là, quant à sa croissance. Donc, très intéressant à observer. Puis il s'agira de voir dans quelle mesure les membres du PTPGP vont admettre ces pays-là qui cognent à la porte. Parce que quand vous admettez des joueurs aussi importants que la Chine ou la Corée du Sud, vous changez la dynamique à l'intérieur du groupe. Quid des États-Unis? Alors, vous le savez, les États-Unis avaient participé à la négociation du PTPGP, s'en sont retirés en 2017. La signature de l'accord, dont vous voyez la photo là, pour la cérémonie de signature, les États-Unis n'y étaient plus. Mais en clair, le texte du PTPGP a été négocié alors que les États-Unis étaient là. C'est un texte qui collerait bien à la façon de faire du commerce des États-Unis. Il faut savoir aussi que quand on a négocié le PTPGP, certains chapitres de l'accord étaient conçus pour ne pas faciliter l'accession de la Chine. Entre autres, le chapitre sur les subventions, le chapitre sur les entreprises d'État. Et c'était fait pour un peu gêner la Chine et il y avait des exigences de comportement commercial à l'égard des entreprises d'État qui, pensait-on, feraient que la Chine serait assez réticente à vouloir adhérer au PTPGP. Bien, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est devant la situation où les États-Unis n'ont pas fait de demande d'adhésion pour l'instant, mais la Chine en a fait. Donc, la situation s'est retournée, si on veut. Un troisième accord à propos duquel je vais vous dire un mot, c'est le RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Vous voyez les nations qui en sont signataires. Donc, vous avez les pays de l'ASEAN qui sont en bleu pâle et les autres pays qui sont en bleu foncé, qui sont des signataires du RCEP. Alors, cet accord-là est entré en vigueur le 1er janvier 2022 et là, on parle d'un accord costaud. On parle de 2,3 milliards d'habitants, 30 % du PIB mondial. C'est en ce moment le plus important accord régional de libre-échange, le plus important accord formel. Le plus important ACR, donc accord commercial régional à ne pas faire foi en langue française. Puis ça, ben, c'est triste. Je me targue souvent, quand on enseigne le droit international économique à l'Université Laval, de pouvoir dire on l'enseigne dans le texte. Quand on parle de l'OMC, l'OMC est une langue qui fait foi, on l'enseigne dans le texte. Quand on enseigne l'ACEUM ou quand on enseignait l'ALENA, on enseignait dans le texte. Pareil pour le PTPGP. Vous savez que le PTPGP fait foi en français. Il ne fait pas foi en japonais, il fait foi en français. Alors, on peut enseigner le PTPGP dans le texte. On ne pourra pas enseigner le RCEP dans le texte, ou on va l'enseigner en anglais, en fait. Rappelons que l'Inde s'était retirée des négociations de cet accord-là en 2019, et son retour est souhaité ouvertement par des ministres du commerce de certains des pays signataires. Mais la conciliation avec les valeurs non marchandes est plutôt faible. C'est un accord qui ne tient pas beaucoup compte de ce qu'on appelle les valeurs non marchandes, les préoccupations ou préférences collectives. Alors, les enjeux de culture, de santé, de protection de l'environnement sont protégés, mais par des dispositions qui sont relativement timides. On n'a pas l'équivalent de ce qu'on trouve dans la ECG ou dans d'autres accords, par exemple, signés par l'Union européenne. L'autre élément qui peut être, qu'il faut garder à l'œil à propos de cet accord-là, c'est qu'une étude, au moins une étude, j'en ai trouvé une, commandée par le Parlement européen,
estime que cet accord-là aura pour effet de refermer les chaînes de valeur sur la région, sur les États. Donc, une espèce de, pas d'autarcie, mais en tout cas un certain refermement sur soi. Et donc, il pourrait arriver que cet accord ait pour effet qu'il soit plus difficile de s'intégrer dans les chaînes de valeur des pays signataires. Donc là, il y a peut-être un défi pour des économies comme la nôtre. Le dernier accord, le grand, ou c'est même pas un accord, mais c'est une initiative que je vais vous présenter, c'est l'IPEF, comme l'indique la diapositive, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. C'est une initiative lancée par l'administration Biden en mai 2022 à l'occasion d'un sommet du G20 à Tokyo. Et l'idée derrière l'IPEF, c'est d'être la base d'un accord commercial, mais on est encore loin du compte. Il y a 4 piliers, je les ai exprimés en anglais. Ici, l'administration Biden veut insister sur le développement d'une économie numérique, une économie digitale, numérique, une économie solide, résiliente, une économie verte et une économie juste, équitable. Vous avez sur la photo le premier ministre indien que vous aurez reconnu et le premier ministre japonais. 14 pays signataires qui adhèrent à cette initiative, en plus des États-Unis. Il faut savoir que l'Inde est là, mais l'Inde a émis des réserves importantes sur plusieurs des petits engagements qui figurent dans l'IPEF. On parle ici de 2,5 milliards d'habitants, 40 du PIB mondial. Mais rappelons qu'on n'est pas ici devant un accord de libre-échange. On est devant un projet. Le Canada en est absent. Moi, ça m'a un peu froissé. Et je n'ai pas compris qu'on ne soit pas un peu mis dans le coup. Il aurait été peut-être normal qu'on soit un peu mis dans le coup. Le Canada, maintenant, a souhaité son adhésion, son accession, et les signataires semblent plutôt disposés à admettre le Canada. Il faut savoir que, et aux États-Unis, et en Asie, dans la littérature savante, et au plan politique, cette initiative-là est assez critiquée. Alors, on dit que c'est une coquille vide, que les États-Unis ont lancé ça pour dire, ben moi aussi, j'ai mon accord, puis moi, mon accord est plus gros que le tien. Oui, mais ce n'est pas encore un accord de libre-échange. Et donc, vous trouverez des auteurs qui disent qu'on est devant un texte vague, inutile ou une coquille vide. Mais c'est à voir. Ça reste un projet et c'est en marche. Puis bon, disons-le, l'économie américaine est incontournable. Et si elle est incontournable aussi pour les pays d'Asie. Donc, ils n'auront pas le choix de faire avec ce projet-là. Donc, moi, je reste quand même optimiste que l'IPEF fonctionne. D'autres accords que je ne vais pas énumérer parce que ce serait m'étendre un peu trop, mais vous aurez compris que je ne vous parle pas d'un paquet d'accords bilatéraux qui existent à l'intérieur des pays de la zone Indo-Pacifique, de petits accords aussi qui sont régionaux, plurilatéraux, et des accords qui sont parfois sectoriels. Plusieurs pays signent des accords qui portent sur l'agriculture, sur le commerce numérique, sur les ressources naturelles. Et ces accords-là, donc, bien qu'ils ne structurent pas nécessairement le commerce à l'intérieur de la zone Indo-Pacifique, restent importants. Des négociations qui sont en cours, alors j'insiste sur celles qui impliquent le Canada. À ma connaissance, les 3 plus importantes négociations sont celles qui impliquent le Canada avec l'ASEAN, avec l'Indonésie et avec l'Inde. Les négociations avec l'Inde, il faut savoir qu'on les avait déjà lancées il y a plusieurs années. Elles avaient échoué en 2017. Si vous avez déjà eu la chance d'entendre le négociateur en chef canadien, Don Stevenson, il n'aime pas beaucoup les négociateurs indiens. Il dit « Ils m'ont fait perdre mon temps pendant 1 an et demi ». Mais là, les négociations avec l'Inde sont relancées. Où ça mènera, ça reste à voir. Ça vient tout juste d'être relancé, oui. D'être regelé encore? Bon, ça va bien. Il y a 2 jours, ah bon? Bon, je ne l'avais pas suivi celle-là. Et à ma connaissance, là, d'après les informations que je peux glaner, c'est les négociations avec l'Indonésie qui sont celles qui progressent le mieux, mais il y a peut-être des gens dans la salle qui sont capables de le dire mieux que moi. Je ne sais pas. En tout cas, on verra par la période des questions. Des enjeux et des tensions. Et ça m'apparaît un peu incontournable. Je pense qu'on ne peut pas faire une présentation sur le commerce avec cette région-là en effervescence sans parler de certains défis. D'abord, il va falloir redéfinir les chaînes de valeur. Il va falloir trouver notre place dans cette région-là. Il va falloir que les entreprises d'ici s'insèrent dans les chaînes de valeur.
et pas nécessairement pour des produits finis, mais pour tout ce qui entre dans la fabrication, dans les intrants, ça va être important d'être présent. Il y a une course aux minéraux critiques. J'entre pas là-dedans. On pourrait faire un autre séminaire rien que sur la course aux minéraux critiques. Vous savez qu'avec le virage vert, donc avec le développement des batteries, avec le virage numérique, avec le développement de tous les petits appareils électroniques qu'on a entre les mains, tout le monde est à la recherche de minéraux critiques. Et il faut le dire, il n'y a pas assez de minéraux critiques pour opérer ces virages-là pour tout le monde. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va aller à la même vitesse. Il va falloir trouver de nouvelles technologies et en attendant, il va falloir se battre pour avoir les minéraux critiques. Alors, ce n'est pas pour rien que vous voyez des pays qui passent des accords importants avec des pays qui ont une toute petite économie, mais qui ont dans leur sol des minéraux critiques. Et la course est ouverte. La course est ouverte entre cette région-là et la nôtre. La course est ouverte conjointement aussi avec cette région-là, et ce n'est pas seulement une relation de compétition, mais la course aux minéraux critiques, elle est critique. Ce n'est pas pour rien non plus que vous voyez le gouvernement du Québec qui déverse des sommes d'argent pour attirer des compagnies qui vont procéder au virage vert et qui encourage la découverte et l'exploitation de ces minéraux-là. Dans la même veine, il y a une course aux semi-conducteurs, c'est majeur. Les tensions autour de Taïwan ne sont pas étrangères à tout ça. La question de l'approvisionnement énergétique, c'est important. Il y a des régions du monde qui auront besoin de plus d'énergie parce que le virage vert suppose de l'énergie. Il faut en avoir. Alors, nous avons ici beaucoup d'énergie. La région dont on parle ce soir a aussi beaucoup d'énergie. L'énergie, ça ne circule pas nécessairement facilement. Cet enjeu-là est important. Évidemment, la question de l'adaptation au changement climatique, ai-je besoin d'en ajouter? Le soft power et l'influence économique, vous l'avez décodé dans la présentation. Il s'agit de savoir qui est le plus influent dans la région. Est-ce que c'est les États-Unis? Est-ce que c'est la Chine? Quel rôle joue l'Inde? Quelle place le Canada est capable de se faire? Qui est capable donc de jouer d'influence puis de tisser ses réseaux dans cette région? La question de l'inflation aussi, évidemment. On voudra, vous le savez peut-être, nous connaissons l'inflation ici. Ce n'est pas l'inflation qu'ils connaissent en Chine en ce moment-là. C'est la déflation. Alors, quelle économie a le plus d'impact sur le commerce et sur les relations économiques qu'on aura avec cette région-là? La question du commerce agricole reste un enjeu, surtout en lien avec les changements climatiques. Et le contrôle des données et des métadonnées. Si nous faisons du commerce numérique, si nous le faisons beaucoup avec cette région-là, à qui confions-nous nos données? À chaque fois que vous mettez quelque chose sur Internet, dites-vous que vous avez perdu de la propriété intellectuelle. Ne perdez jamais ça de vue. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants européens autour de moi qui disent « Moi, je suis européen, j'ai le droit à l'oubli. Hein. Si je retire des données sur ma page Facebook, sur ma page Instagram, après, c'est oublié. » Le fournisseur, il est aux États-Unis, le droit européen, il n'y a pas besoin de l'appliquer. Le contrôle des données, faites attention. Puis à chaque fois qu'un produit ne coûte rien sur Internet, dites-vous que c'est vous le produit. Donc, voilà pour les enjeux et les tensions. Un mot rapide en conclusion. Donc, l'Indo-Pacifique est devenu un immense pôle de consommateurs, un puissant vecteur de développement économique. La région est convoitée par les grandes puissances. Il est important pour nos entreprises, les entreprises québécoises et canadiennes, de trouver leur place dans les chaînes de valeur là-bas. Il faut qu'on soit présent, il faut qu'on soit là, il faut qu'on joue de notre influence. Et c'est essentiel pour réussir les 3 virages. Hein, on le dit plusieurs, je suis en bonne compagnie quand je dis ça, l'économie mondiale connaît 3 virages. Un virage vert, un virage numérique, puis un virage sécuritaire, friendshoring et autres. Alors ces 3 virages-là, il faut les opérer, on n'a pas le choix de suivre. Et la mondialisation nous l'impose. Et si on veut réussir ce virage-là, il faut qu'on soit présent dans une région aussi importante que celle de l'Indo-Pacifique. Voilà. Merci.